Et bonjour, c'est Fred de Naissant Podcast. On est en direct de la boutique L'Entretemps à Thionville. Donc on remercie vraiment beaucoup pour nous accueillir et puis nous permettre de faire cette petite interview. Et on est avec David Brie, écrivain. Donc on va commencer par la première question qui est un des plus grands classiques de toutes les questions. Est-ce que tu peux te présenter et ton parcours du coup d'auteur d'imaginaire? Bonjour, donc me présenter ça facile. David Brie, donc je suis écrivain d'imaginaire en effet, et j'ai toujours écrit. On me pose souvent la question de quand est-ce que je commençais. Moi, je commençais, j'avais 9 ans. Première nouvelle, j'avais 9 ans. Et alors que je lisais vraiment de tout, et en fait, je suis arrivé à l'écriture par la lecture, mais ma première nouvelle, c'était déjà de l'imaginaire. Sans que ça soit évidemment réfléchi, j'ai écrit ce qui me parlait le plus. Donc première nouvelle d'imaginaire à 9 ans, premier roman d'imaginaire aussi à 12 ans. J'ai commencé très très jeune. Après j'ai fait du théâtre, j'ai écrit du théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Et puis je suis revenu à la littérature, au roman et à l'imaginaire ensuite assez régulièrement. Et puis ma première publication c'est 2009 chez Mnemos, et puis aujourd'hui j'en suis à une quinzaine de romans, toujours d'imaginaire, adulte et jeunesse depuis 2 ans. Je fais aussi de la jeunesse et voilà, et j'adore lire, j'adore écrire, j'adore surtout partager mes histoires. Et du coup, donc, ce qui est intéressant justement, c'est que tu es écrivain à temps plein ou tu as autre chose à côté? C'est vrai que c'est aussi... Ouais. Maintenant j'écris à temps plein. Alors ça a pris beaucoup de temps. C'est un métier qui est compliqué. Tous les métiers artistiques sont un peu compliqués. Et j'avais très peur de... je voulais pas écrire des choses que je n'avais pas envie d'écrire pour payer des factures ou parce qu'il fallait bien juste acheter à manger. Donc j'ai attendu le plus longtemps possible avant de passer le cap. Et puis là c'est tout récent, je l'ai passé parce que j'arrivais plus en fait, j'avais trop de travail, je pouvais plus concilier les deux. Donc je suis arrivé à temps plein, donc je suis très content de l'être parce que puis là je sais que je vais écrire, on a des plannings dans ces cas-là. Donc j'ai un planning, je sais que je vais écrire que des choses qui me plaisent beaucoup. Et puis on verra jusqu'où ça me mène et combien de temps je peux faire ça uniquement. Mais c'est compliqué parce qu'on voudrait écrire tout le temps, mais en même temps on veut écrire que des choses qui nous plaisent. Donc c'est vraiment une décision qui est pas facile, qui a pas été facile, vraiment pas facile. Du coup, on n'aura pas de romans sous pseudo dans la collection Jimmy Dieu présente ou ce genre de choses. Non, pas de romans sous pseudo, pas de romans dont j'aurais honte. Enfin, en tout cas pas aujourd'hui. C'est pas prévu. Je croise les doigts. Ah oui, non. Non, plus sérieusement, c'est vrai que donc dans les romans que tu as écrits, donc je vais pas le sortir quand même. Donc c'est vrai qu'on est parti de on va dire des univers de fantasy vraiment plus façon jeu de rôle quand même. On a des récits qui sont maintenant donc effectivement plus élaborés, mais surtout qui sont plus recherchés dans les thématiques aussi, et puis dans la façon dont sont écrits les différents récits. Enfin on parlera au fur et à mesure des différentes œuvres. Donc c'est vrai que les 3 derniers c'est Que passe l'hiver, La princesse au visage de nuit. Ouais. Et Le chant des géants. Ouais, il y a Le garçon avec qui ne soyez plus qui est aussi oui, c'est vrai. Qui est un peu différent, qui a une place un petit peu à part. Oui, d'ailleurs, tiens, je vais en profiter. Donc voilà. Donc La princesse au visage de nuit. Donc là, vous avez les éditions qui sont chez Homme sans nom. Bon, ils sont sortis aussi chez Pocket et Imaginaire, bien sûr. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez Que passe l'hiver. Et le tout dernier, dont on va discuter peut-être un petit peu plus, qui est Le chant des géants. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces 3 romans, enfin Que passe l'hiver, parce que alors je l'admets sans honte, je crois que c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Donc, par contre c'est vrai que La princesse au visage de nuit, alors lui c'est ce qui est intéressant dans le récit, c'est ces allers-retours entre le passé, ce mystère qui pourrit la vie du héros justement, et puis le passage plus moderne on va dire. Alors ce sont 3 romans très différents, bien que Que passe l'hiver et Le chant des géants sont 2 romans de fantasy, donc en ça ils se rejoignent. C'est 2 romans aussi très tragique. Moi, j'adore la tragédie. Donc, c'est dans tout ce que j'ai pu écrire ces dernières années, c'est les 2 qui sont les plus proches. Alors que Le garçon avec qui ne souriait plus, qui est une uchronie, ça se passe à part. C'est une histoire. Ça se passe. Il est un peu à part parce que ça se passe à Paris au XIXe siècle. C'est assez ancré assez ancré dans le réalisme, comme peut-être aussi La princesse, mais qui là est un polar. Donc, du coup, ils sont vraiment à part. Et moi, j'aime ça. J'aime beaucoup changer. Là, je vais travailler très bientôt sur un roman de science-fiction. Vraiment, j'ai très peur de m'ennuyer. Et donc, du coup, écrire dans des mêmes univers, des histoires qui ont
qui pourraient se ressembler, ça me fait très peur. Même en tant que moi, j'aurais trop peur de m'ennuyer. Donc Que passe l'hiver, c'est un roman de fantasy. Ce que j'ai voulu travailler dans Que passe l'hiver, c'est la tragédie. Déjà parce que moi j'adore la tragédie, et c'est l'aspect poétique des histoires. Je suis pas à la base un grand fan de poésie, c'est assez marrant, alors que je trouve que tout est poésie. Un lever de soleil, un lever de lune, une nuit, je trouve ça extrêmement poétique. Et c'est ce que j'ai voulu écrire dans Que passe l'hiver. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce que j'ai écrit, c'est que chaque chapitre, j'appelais ça des strophes dans Que passe l'hiver, et chaque strophe commence par un bout de poème, et le poème fait une sorte de longue ode. Je trouve ça assez extraordinaire. Enfin non, pas le mien, mais ceux des autres. Et cette longue ode raconte l'histoire de Que passe l'hiver presque de la même manière que racontent les chapitres. Donc j'ai beaucoup aimé travailler ça. C'est une tragédie poétique, très mélancolique. La princesse au visage de nuit, là c'est du polar contemporain, c'est moderne, et ça traite. Moi je suis convaincu que tous les romans qu'on peut faire en imaginaire, que ce soit la fantasy ou la science-fiction, ne parlent que d'une chose, c'est de l'époque, de notre époque, parce qu'on va pas raconter ce qui s'est passé il y a 200 ans, ou ce qui nous a touché il y a 200 ans, on raconte ce qui nous touche aujourd'hui. Que passe l'hiver, c'est comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on passe à l'âge adulte, et j'aime beaucoup cette image. Je crois que être adulte, c'est accepter de se débarrasser de certaines choses de l'enfance, mais de garder les choses les plus importantes. Et Que passe l'hiver parle vraiment de ça. La princesse au visage de nuit va raconter. On trouve aussi ce thème-là quand même, du passage. Ah oui, mais il y a ça, mais c'est très ancré sur la maltraitance. Parce que moi je suis papa, et je suis un vrai papa poule, et je reste complètement abasourdi par la violence qui peut être faite aux enfants. Vraiment, un truc que je comprends pas. C'est une sauvagerie sans nom. Et ce que j'ai voulu travailler dans La Princesse, c'est quand on a été un enfant maltraité, est-ce qu'on peut devenir un adulte heureux? C'est vraiment cette question que je me suis posée au-delà de la maltraitance, qui est quelque chose de très fort. Même si j'en parle pas dans Que passe l'hiver, dans La Princesse, elle est sous-entendue. Mais je suis trop chochotte pour décrire. Et puis c'est pas le propos. Donc La Princesse, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut grandir et être heureux. Le garçon, je n'ai parlé rapidement. Le garçon, c'est pour le coup, ça sera le plus feel good des quatre. Je venais d'être papa quand j'ai écrit Le Garçon, donc il fallait forcément que je fasse un truc plus heureux. Et Le Garçon, c'est un roman d'aventure. C'est presque du KPDP dans les rues de Paris, qui parle de tolérance, de différence, d'acceptation de soi et des autres. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé écrire, qui est qui sera le plus solaire de tous. Et Le Chant des Géants, donc là c'est un retour à la fantaisie, retour à la tragédie. Et autant Que passe l'hiver est un roman très mélancolique, même Le Chant des Géants peut l'être aussi, mais très solitaire. Les gens sont seuls, sont tristes seuls, souffrent seuls. Et même lorsqu'ils crient, ils sont seuls. Dans Le Chant des Géants, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai voulu que tout ne soit que collectif, que les gens hurlent, que tout ça sorte en fait, que ça soit pas à l'intérieur. Donc c'est un roman d'amour, c'est un roman de bataille, c'est une tragédie où tout se fait, vraiment, j'ai vraiment cette image, tout se hurle, ne peut pas se dire, ça ne peut que se hurler et forcément se terminer aussi dans les hurlements. Et j'ai adoré écrire ce roman aussi avec tout ce côté un peu extérieur. Ouais, je reviens au Chant des Géants parce que c'est le dernier que j'ai lu et c'était une grosse claque parce que, alors moi j'ai retrouvé des thèmes assez arthuriens quelque part, dans effectivement ce sens de la tragédie et du sacrifice justement. Et c'est que, alors on va pas spoiler le roman bien sûr, mais ce sens de sacrifice il est vraiment prenant du début jusqu'à la fin en fait. Bon, au début on le sent pas venir, hein. Il y a la figure un peu de l'équivalent un peu de Merlin avec cette brume aussi, avec les conflits entre les différents royaumes, mais il y a quand même cette brume qui petit à petit est en train de tout absorber. Et il y a aussi ces deux personnages qui se croisent, donc le héros et puis la fille du roi adverse, et qui arrivent à se trouver malgré tout. Et il y a toujours ce sacrifice derrière. Donc c'est vrai que c'est pas courant. Et les scènes de bataille, c'est vrai qu'on en avait parlé quand on s'était croisés. C'est vrai qu'elles sont prenantes. Enfin, c'est pas souvent qu'on lit ce genre de récit aussi viscéral, quoi, j'allais dire. Limite on sent le bruit des tripes qui s'écoulent à côté. Est-ce que c'était voulu? C'était complètement voulu. C'est un détail, mais c'est super important. C'est qu'en fait, la guerre en littérature et notamment en fantasy, en héroïque fantasy, on a tendance à croire que c'est quelque chose de propre, de joli, de sympa, et qu'on fait la guerre et puis on revient, on est heureux. Et en fait, non.
En fait, la guerre, ça pue. La guerre, on a peur, on se fait dessus. Et effectivement, on finit les tripes à l'air quand on n'a pas de chance. Et c'est les chevaux qui sont défoncés la gueule et défoncés la panse. C'est quelque chose de... La guerre, c'est terrible. Et on le voit, enfin, on le sait de nos jours. Mais il y a un côté quand même dans les littératures imaginaires où... Pas dans tous, évidemment, mais en Heroic Fantasy, on prend ça de manière assez légère. Mais en fait, non, la guerre, c'est jamais léger. Oui, tout à fait, ouais. Oui, mais ce qui permet de se protéger. Mais ce que j'ai voulu montrer dans les scènes de bataille du champ des gens, même si toutes n'ont pas cette violence-là, parce que certaines sont un peu plus posées, mais c'est qu'en fait, oui, la guerre, on a peur pour soi, on a peur aussi pour les autres, et c'est une sorte de tumulte, c'est un vrai tumulte. Alors, j'ai jamais fait la guerre, mais pour le coup, quand on écrit, moi j'écris que ce que j'imagine, donc après on absorbe tout ça, bon, aux infos du coup en ce moment, mais on absorbe aussi des lectures. Enfin moi je lis énormément, j'ai lu des récits de guerre, j'ai lu de tout, et c'est ça qui a nourri ces scènes de bataille sur du champ des gens que je voulais être très réaliste et pas, je voulais pas que ça soit un truc gentil, je voulais vraiment très réaliste. Et sur le sens du sacrifice, je fais un rapprochement, même si c'est pas surtout, mais entre le sacrifice et la mort. Je crois que quand on songe à la mort et au sacrifice, ça parle de tout ce que l'on doit faire avant et de tout ce pourquoi il faut se battre. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ces histoires, c'est que le sacrifice n'a de sens que si quelque chose est plus important que sa propre vie. Et je trouve ça très tragique, très beau, et c'est vraiment ce que j'adore écrire, parce que c'est très tu parlais de viscéral sur le champ sur les batailles, mais je trouve la fantasy très viscérale. La fantasy, ça parle vraiment de ce qui nous touche le plus possible, le plus au fond de nous-mêmes, et c'est ça que j'aime écrire, c'est ça que j'aime raconter, et c'est avec ça que j'aime jouer. Et voilà, c'est pour le champ des géants. Donc je vous invite à lire ce roman. De toute façon, on en reparlera sur la chaîne dans une autre émission du roman lui-même. Comme ça, vous aurez la critique et autre chose. Pour revenir en fait à tes premières œuvres de jeunesse, du coup, ça fait penser quand même. Tu pratiquais le jeu de rôle quand tu étais plus jeune? Parce que c'est vrai que les tout premiers, quand ils étaient donc Faille, la seconde chute d'Ervalon, je crois, c'est ça. Hein, ça fait vraiment penser justement à ces parties de jeu de rôle. Donc Oui, alors j'étais un gros rôliste, là j'ai plus de temps, mais je ne désespère pas, notamment de faire du grandeur nature bientôt. Je suis en train de convaincre mes potes qu'il serait temps qu'on s'y mette. Mais oui, mes premiers romans édités, donc c'est la seconde chute d'Arvalon, c'est une trilogie chez Mnemos qui n'est plus disponible. Mais en effet, ça, en fait, à la base, c'est une longue partie de jeu de rôle que j'ai faite pendant 10 ans avec mes amis les plus proches. Et 10 ans, c'est long. 10 ans, je les ai fait pleurer, je les ai fait rire, je les ai fait vivre plein de trucs, je leur ai fait vivre plein de trucs, et eux aussi m'ont fait imaginer plein de choses pour eux. Et quand ça s'est terminé, on était tous un peu tristes que ça s'arrête, et du coup j'ai tout réécrit pour l'idée c'était de laisser un souvenir de toutes ces années passées, de toutes ces aventures vécues ensemble. Et j'ai fait imprimer sur internet à l'époque, et puis je leur ai offert à tous, enfin je leur ai donné, et puis ensuite je me dis bah voilà, moi qui ai toujours voulu être écrivain, je vais l'envoyer à des maisons d'édition, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire vraiment exactement sur le jeu de rôle. C'était du jeu de rôle, et du coup les histoires sont assez standards jeu de rôle, même si je me vois grandir, je me vois vieillir évidemment, je me vois aussi travailler l'écriture et réfléchir à parce que je crois que chaque écrivain, si on l'aime ou on l'aime pas, et puis évidemment on est des enfin on a tous ceux qu'on aime puis ceux qu'on n'aime pas, en fait c'est ceux qui nous touchent, et les écrivains ils ont quelque chose à dire, mais c'est comme chacun d'entre nous, on a des choses qui vont nous émouvoir, nous toucher, nous animer. Et je crois que le travail d'un écrivain, c'est de trouver le ou les sujets, il y en a souvent plusieurs, qui l'animent, qui le travaillent et sur lesquels il écrit. Et dans la seconde chute d'Arvalon, il y a déjà la mort, il y a déjà le sacrifice, il y a déjà le sens du plus grand que soi, qui est aussi dans Faille, mais je crois, en tout cas c'est un vrai travail quotidien vraiment, de continuer à épurer ça. Je prends souvent l'image quand je vais en école ou en collège ou en lycée, de la sculpture. Où en fait on a quelque chose d'assez grossier qu'on va petit à petit affiner le plus possible, que ce soit le plus beau possible. L'écriture pour moi c'est vraiment ça, et je crois qu'Arvalon était un peu plus, enfin j'espère, parce que je travaille beaucoup comme tout le monde, mais était un peu plus grossier, et j'ai dû trouver ensuite petit à petit vraiment les choses qui m'animaient. Et de la même manière que je crois, et tout ça c'est dit, que l'écriture est un chemin. C'est-à-dire que certains sont des génies et dès les premiers romans arrivent à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la majorité, c'est pas mon cas. Et ce chemin est parsemé de bouquins. On va écrire des romans, des histoires qui petit à petit vont
avancer ou tourner sur une sorte d'absolu que j'espère ne jamais atteindre parce que c'est un peu la fin de l'histoire sinon. Mais vraiment, c'est de continuer à avancer sur écrire de mieux en mieux partager de mieux en mieux ce qu'on a envie d'écrire. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Et ça change aussi un peu la perception du travail. C'est que il y a écrivain, c'est raconter une histoire. Ça, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais la manière, pour moi, c'est un vrai artisanat. Et je trouve ça, moi, ça me fascine, ça me passionne, ce travail de l'écriture. Vraiment, je trouve ça, c'est une vraie motivation au quotidien. Alors justement, pour rester sur cette thématique de la construction du récit, parce que c'est vrai que pour avoir discuté avec d'autres autrices, d'autres auteurs, je sais qu'il y a plusieurs types d'écrivains. Il y a quelques-uns qui me disaient qu'il y avait 2 grands types en fait. C'est les architectes et puis, alors je me souviens plus de l'autre terme, les jardiniers. Ouais. Donc c'est vrai que toi tu es plutôt plutôt architecte, donc si j'ai bien compris. Ouais, plutôt construire d'abord une ébauche et ensuite l'affiner au fur et à mesure. Oui, alors même si maintenant je fais de la jeunesse, c'est un peu différent, puis j'ai aussi un peu plus l'habitude, mais à la base je suis un vrai architecte, c'est-à-dire que mon histoire je l'imagine avant, vraiment j'ai tout, j'ai le début, j'ai la fin. En général, c'est la fin de l'histoire qui va me guider ensuite pour tout construire. Je commence par la fin, et la fin c'est souvent un sentiment. C'est vraiment cette qu'est-ce que je veux laisser dans cette histoire comme sentiment, comme émotion. Et ensuite je construis toute l'histoire, et puis une fois que j'ai l'histoire dans ma tête, je vais la couper en chapitres et je vais faire des résumés de chaque chapitre avant d'écrire vraiment. Et puis j'ai souvent l'image d'un squelette, c'est-à-dire que je fais le squelette et ensuite la phase d'écriture, c'est la phase où je mets la chair autour de tout ça. Donc ça, c'est sur tous les romans. En jeunesse, pour les romans les plus courts, des fois je pars plutôt du point de départ et puis je sais pas trop où je vais. Donc là, c'est une vraie démarche de jardinier que je peux faire que sur des textes très courts. Et là, par contre, je m'éclate. Mais c'est un travail qui est très différent. Là, par exemple, j'ai une nouvelle série jeunesse qui sort chez Nathan en avril prochain. Et le point de départ, ça a été non pas la fin, mais ça a été le titre. C'était La malédiction des cochons volants. Je trouvais le titre, ça me faisait trop rire. Et du coup, je voulais faire une histoire sur une malédiction de licorne qui se transforme en cochon volant. Et c'est ça qui m'a amené, pour le coup, vers la fin. Mais ça, vraiment, je le fais que sur des textes très courts, parce que sinon je m'essouffle. Et surtout que ce que j'aime, c'est l'histoire construite, vraiment structurée. Les bouquins, l'histoire où il n'y a que l'ambiance, moi, je suis très frustré de ça. J'ai besoin d'avoir quelque chose de posé, de construit, et qui est une sorte de fil qui mène du début jusqu'à la fin. Et donc c'est aussi ce que j'essaye évidemment d'écrire. C'est vrai que on en parlait, tu me l'as déjà dit, mais c'est vrai que les thématiques qui semblent t'intéresser le plus, c'est vraiment ce sacrifice, cette idée d'aller de l'avant pour laisser quelque chose. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans tes futurs romans, ou tu essayes de varier à chaque fois, que ce soit en roman ou en nouvelle, de toute façon. Ouais. Non, je crois vraiment qu'on ne peut écrire de manière touchante que des choses qui nous touchent profondément. Après, il y a souvent plusieurs sujets. Il y a le sacrifice, on l'a dit, la mort. C'est quelque chose qui me fascine, non pas pour le côté morbide, mais c'est que, en fait, la mort, je trouve ça, c'est très vivant. C'est que la fin de la vie nous rappelle qu'on n'a pas l'éternité et qu'il faut se dépêcher de faire des choses. Donc, je trouve la mort pleine d'énergie. Il y a l'amour et la relation, l'amour et l'amitié sont des sujets aussi mais je trouve ça, en fait, ça parle que de nous tous, hein. C'est des choses très humaines, les sentiments, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et là, mon prochain roman, donc, qui est de la SF, je suis en train j'ai un peu une sorte de pâte à modeler, en fait, que je malaxe, et petit à petit, je lui donne forme avant, comme on disait tout à l'heure, avant de commencer à travailler le texte en tant que tel. Et je sais que ça va parler d'amour, ça va parler du temps, mais ça va aussi parler d'amour, et je veux traiter ces sujets-là. Et évidemment, il y aura la mort, parce que je ne veux pas faire d'histoire sans mort. Souvent sur les lecteurs ou dans les chroniques que je peux lire, je suis connu pour malmener mes héros, mais je crois que c'est important parce que la vie nous malmène. La vie est magnifique, mais la vie nous malmène, et qu'un récit ne peut être crédible que si on est aussi un peu malmené. Et puis quand on parle de mort, quand on parle de sacrifice, si personne ne meurt ou si personne ne se sacrifie, c'est un peu dommage. C'est clair. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite interview. On va te souhaiter une bonne journée à l'entretemps. Franchement, encore merci. Et puis, si vous les avez pas encore lus, jetez-vous. Bon, là, je vous montre le dernier, Le Chant des Géants. Mais jetez-vous sur ce qu'a écrit David Brie. C'est du très très bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.